Notre invité, bonjour Younes Belfella. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et également directeur du MedFocus Think Tank. On continue de parler de cette tournée d'Anthony Blinken, cette nouvelle tournée au Moyen-Orient. Que peut-il faire concrètement? Que peut-il obtenir? Il y a d'abord la conjoncture actuelle, c'est-à-dire l'assassinat ciblé de Salah Harouri, qui est un vice-président du Hamas. Donc l'objectif pour les Américains, c'est d'éviter une régionalisation du conflit et une escalade, principalement l'entrée du Hezbollah d'une façon plus officielle dans la guerre et derrière, bien évidemment, de l'Iran. La logique américaine, c'est d'abord de mettre une pression sur Israël parce que c'est les Américains qui fournissent l'armement pour les Israéliens. En même temps, c'est la question de la dissuasion vis-à-vis des Iraniens et on se rappelle bien de ce porte-d'avions qui était même retiré par les Américains les derniers jours. Je crois que pour le plan de l'administration américaine, on rentre dans la troisième étape qui veut dire des opérations qualitatives ciblées de la part d'Israël à la place des bombardements intensifiés dans la bande du Gaza et en même temps relancer le processus politique. Maintenant, la mission des intermédiaires qataris, égyptiens devient de plus en plus délicate avec ce qui s'était passé cette semaine, surtout pour faire des tractations au niveau liées surtout à la question de la négociation pour les otages principalement, qui est une question très importante. Maintenant, on voit quand même qu'il y a des proxys qui deviennent de plus en plus très actifs. On parle des Houthis au Yémen qui menacent le commerce international à travers le détroit de Bab el-Mandeb et principalement aussi une guerre maritime qui se profile dans l'horizon. Il y a les proxys de l'Iran en Irak, en Syrie, au Liban à travers aussi le Hezbollah. Donc clairement, l'acteur principal qui profite de cette guerre qui est l'Iran s'affiche de plus en plus et en même temps, il y a un aspect militaire, mais il y a un autre aspect qui est politique très important qu'on ne doit pas négliger. Et c'est la dernière année pour Joe Biden, avant les élections prévues en novembre 2024. Il a promis pour faire une négociation concernant l'accord nucléaire avec les Iraniens. Donc c'est un enjeu qui est omniprésent dans les discussions politiques entre les Iraniens et les Américains. Vous évoquez le retrait du porte-avions américain. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une dégradation de la relation entre Israël et les États-Unis ? Je ne crois pas que c'est le cas. Il y a des différends entre les deux. Ça se voit de plus en plus entre Netanyahou et Biden sur la façon et sur le style de la guerre. C'est-à-dire les Américains ils étaient contre les bombardements intensifiés dans la bande du Gaza. Ils voient bien évidemment qu'Israël n'a pas fait de victoire parce qu'elle n'a pas réussi à neutraliser les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza. Je parle principalement de Yahya Sinwar et de Mohammed Daif. Mais elle a réussi à faire des opérations maintenant en dehors de la bande du Gaza au Liban. Il y avait aussi bien évidemment des opérations qui étaient préparées en Turquie. On parle, hier, la presse turque parle quand même d'un démantèlement d'une cellule du Mossad qui visait quelques dirigeants du Hamas en Turquie. Donc pour les Américains, il faut aller pour des opérations ciblées qui peuvent faire une pression sur le Hamas pour relancer les négociations. Parce qu'il y a la question des otages qui est une question principale. En même temps, il y a l'avenir de la bande de Gaza qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire plusieurs scénarios sont en train d'être joués. Est-ce qu'il s'agit d'une gouvernance internationale? Est-ce qu'il faut restructurer l'autorité palestinienne en Cisjordanie? Cisjordanie, bien évidemment, qui est aussi touchée par ce qui se passe. On voit qu'il y a des manifestations de plus en plus. Salah Harouri qui était assassiné, c'est quelqu'un qui vient de la Cisjordanie, de Ramallah précisément. Et donc, il y a aussi une tension qui est très élevé dans la Cisjordanie, surtout avec les implantations coloniales israéliennes. Et donc, en même temps, il y a une situation aussi chez les pays arabes qui sont un petit peu troublés, menacés par rapport à ce qui se passe et qu'ils veulent bien évidemment une stabilité par rapport à cette bande de Gaza, parce que sinon, si on reste sur le chaos, c'est l'Iran qui profitera bien évidemment de cette situation. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du discours du chef du Hezbollah? On l'a entendu au début du sujet. Il a choisi la retenue, c'est ça? Oui, clairement, ils ne veulent pas en fait rentrer d'une façon claire et dans une guerre totale, on va dire, contre Israël, parce qu'il est parfaitement qu'il y a des devoirs vis-à-vis des Libanais. Ça va être catastrophique sur un pays, là où il n'y a pas un président, là où une économie qui est déjà en pleine crise. En même temps, je crois que c'est aussi une façon pour donner l'opportunité au Hamas de réagir en tant qu'acteur principal dans le leadership de la cause palestinienne, parce que je crois qu'il y aura une riposte. Maintenant, peut-être que ce ne sera pas à travers le Hezbollah, mais ce sera certainement à travers le Hamas. Le Hamas, elle a des capacités à faire des opérations, même en interne d'Israël.
même à Tel Aviv ou à Jérusalem. Et il a des capacités. Ça, c'est pas mes propos, c'est même les propos des Américains. Mais entre le Hezbollah et Israël, il y a toujours un pouvoir de nuisance et une capacité de dissuasion mutuelle entre les deux parties. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Si vous regardez bien, le front nord israélien, il est en pleine tension actuellement, mais on n'est pas encore sur un scénario de voir la guerre de 2006. Donc on est en plus sur une guerre qui est à multiples fronts, comme on a cité tout à l'heure, mais en même temps, c'est une guerre qui prend plusieurs facettes, c'est-à-dire il se peut qu'il s'agisse d'une guerre électronique, cybernétique, économique, militaire, maritime, et donc forcément, la régionalisation de la guerre, elle est omniprésente. Maintenant, quels sont les efforts qui vont être déployés principalement par les Américains et par la communauté internationale pour redonner la chance à la diplomatie? C'est la question, bien évidemment, des prochains jours. Une dernière question sur l'attentat hier en Iran, 95 morts. Un conseiller politique du président iranien a accusé Israël et les États-Unis d'être derrière cet attentat. Évidemment, Israël et les États-Unis ont dit que c'était absurde. Est-ce que l'Iran pourrait désormais davantage s'impliquer dans ce conflit? L'attaque d'hier, je crois qu'il y a plusieurs scénarios. Bon, on parle peut-être de l'opposition iranienne qui est déjà militairement bien armée pour faire ce genre d'opération. Oui, Israël comme étant l'ennemi fatal, on va dire, de l'Iran, peut-être les deux en même temps parce qu'il y a une coordination entre l'opposition iranienne et entre le Mossad. Mais le scénario que je trouve le plus réaliste, c'est Daesh, c'est l'État islamique dans cette région qui est très actif en Afghanistan, en Pakistan, qui a déjà menacé à plusieurs reprises les Iraniens. Maintenant, l'attaque d'hier montre bien évidemment une capacité d'infiltration en Iran qui est vraiment très grande et ça vient bien évidemment dans la date de la commémoration d'un grand monsieur pour les Iraniens qui est Qasem Soleimani qui était assassiné par les Américains. Donc ce que je vois c'est que l'Iran ne veut pas rentrer dans une guerre frontale parce qu'elle a jamais fait, la seule fois qu'elle a fait dans son histoire c'était contre l'Iran, elle l'a perdu et donc là maintenant ils veulent bien évidemment mobiliser des proxys. Je crois que la situation va continuer de la même manière qu'on a vu avec des manœuvres à travers des proxys en Irak, au Yémen ou bien au Liban. Merci beaucoup Younes Belfella, enseignant-chercheur à l'université Paris 8 et directeur du MedFocus Think Tank. Merci beaucoup.